Donc, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce troisième webinaire organisé par l'association HUP Entrepreneur. Pour me présenter rapidement, donc moi je suis Aïssatou, je travaille pour l'association HUP Entrepreneur. Je suis responsable de la digitalisation des programmes et de l'animation Vide Réseau. Donc plutôt là avec la casquette Vide Réseau que je suis présente parmi vous aujourd'hui pour animer ce webinaire plutôt faciliter ce webinaire parce on a nos deux intervenants qui vont se charger de l'animation. Donc, ravi vraiment de vous retrouver. Rapidement, pour ceux qui découvrent l'association ou qui prennent contact pour la toute première fois, donc rapidement quelques mots sur HUP Entrepreneur. Donc, nous sommes une association qui existe depuis 2008 avec pour mission de représenter et d'accélérer la réussite des entrepreneurs en situation de handicap. Nous avons développé trois programmes d'accompagnement qui permettent d'accompagner des porteurs de projets ou entrepreneurs, donc selon le niveau d'avancement des uns et des autres. Donc, il y a un programme approprié. Et à côté, du coup, on a aussi une communauté de plus de 3000 entrepreneurs qu'on anime à travers du coup les événements comme des webinaires ou à travers des échanges entre pairs ou à travers encore les trophées HUP Entrepreneurs. D'ailleurs, c'est l'appel à candidature. Donc, si vous n'avez pas encore candidaté, si vous êtes intéressé, si vous vous posez des questions, vous pouvez bien sûr nous contacter pour avoir plus d'informations. Mais les trophées, c'est un événement de valorisation des parcours et des projets donc, portés par des personnes en situation de handicap. C'est vraiment l'événement qu'on organise chaque année qui nous permet de mettre en lumière des parcours, des projets, des entreprises. Donc voilà, je vous invite vraiment à ceux qui le souhaitent de candidater. L'appel à candidature se termine très prochainement le 24 juin, donc c'est vraiment le moment où vous avez encore jusqu'à lundi pour le faire. Et bien sûr, si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus de clarification, donc n'hésitez pas à nous contacter. On est également à votre disposition pour vous apporter plus d'éclairage. Et donc aujourd'hui, on est là pour, du coup, dans le cadre du webinaire sur la thématique du business model, animé du coup par deux personnes, donc Marc Wamser, qui est le directeur général de la Banque Wamser, qui nous fait l'honneur du coup d'animer ce webinaire en compagnie de Namir, qui est fondateur de Livabel. Donc, ils auront l'occasion de se présenter tout à l'heure. Alors, j'ai encore des personnes qui se connectent. Je suis obligée de les accepter. Voilà. Donc, peut-être, en attendant que j'accepte un peu tout le monde, Marc, est-ce que vous voulez vous présenter? Merci Aïssatou. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Pour me présenter rapidement, donc je suis, comme l'a dit Aïssatou, directeur général de la Banque Wamser Frères. C'est une banque familiale qui a été créée par mon arrière-grand-père et on est encore totalement indépendant et familial. Et je fais partie de la quatrième génération et je dirige la banque avec mon frère. On travaille avec HUP Entrepreneur dans le cadre de notre politique de mécénat, où on a défini un axe qui est d'aider les entrepreneurs qui ont plusieurs difficultés. Alors, on travaille notamment avec HUP Entrepreneur pour aider l'insertion et le développement des entrepreneurs qui sont en situation de handicap. Ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille ensemble à la fois une participation financière, mais aussi une participation en mécénat de compétences ou de mise à disposition de lieux, comme on l'a fait il y a quelques semaines. Et donc, je suis ravi dans ce cadre-là de pouvoir répondre à vos questions sur les sujets de business model et de business plan. Merci beaucoup, Marc. Est-ce que Namir, tu veux te présenter aussi? Parfait. Merci Aïssatou. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pareil, je suis très ravi de faire partie de ce webinaire. Ravi déjà de rencontrer, bon, même si c'est virtuellement, pas mal de projets, de futurs entrepreneurs, de porteurs de projets. Donc, il faut savoir que moi, j'ai une formation, donc j'ai un double cursus. En fait, si vous voulez, un double master. Donc, le premier, c'était un master beaucoup plus gestion.
gestion, et le second qui est en lien avec Livavel, un master transport logistique. Et donc, j'ai créé Livavel là, début d'année 2024. Donc, Livavel, pourquoi Livavel? Livraison, A, et Vel, vélo. Donc, en fait, si vous voulez, c'est une solution de livraison en dernier kilomètre. Donc, dès que vous faites un achat, que ce soit dans une boutique e-commerçant ou sur une plateforme ou même auprès de vos commerçants du coin, nous, ce qu'on propose, c'est de faire ce dernier kilomètre, ce qu'on appelle dans le milieu du transport et de la logistique, en vélo. Donc, respectueux de l'environnement, sachant que les centres-villes sont de plus en plus bouchés, sont de plus en plus pollués. Et donc voilà, j'apporte cette solution du zéro émission d'émissions émissions carbone pour pouvoir allier transport, logistique, et un volet également social, c'est-à-dire que quand Livavel vous livre, on va dire, votre colis ou ce que vous avez commandé, pardon, prend le temps de parler avec vous, prend le temps d'échanger si vous manquez rien. Voilà, il y a un aspect aussi social, donc de consommer au maximum local et d'avoir cette part sociale qui se perd de plus en plus en 2024. Voilà. Merci beaucoup, Namir. Et du coup, Namir l'a pas dit, mais il est basé en Auvergne-Rhône-Alpes, plus précisément à Lyon. C'est ça. Et donc, suivi par Hub depuis. J'ai découvert Hub il y a quasiment 2 ans et demi. Donc voilà, après, j'aurai le temps de revenir sur un peu le parcours, comment est émané comment s'est concrétisé le projet et les liens avec Hub. Merci beaucoup, Namir. Donc, merci à tous les deux d'avoir accepté de venir partager vos connaissances sur le business model à l'occasion de ce webinaire. Donc, quelques petits points avant de laisser la parole définitivement à nos intervenants. Donc, nous serons ensemble pendant 1h30 pour se parler du coup de business model. Et le webinaire, on l'a structuré en 4 parties. Donc, il y aura une partie qui sera du coup une partie un peu théorique / pratique qui sera animée par Marc pour vous partager un peu les notions de business model, qu'est-ce que c'est, quels sont les différents types de business model qui existent, quelle est l'analyse qui en est faite par un banquier, et un cas pratique aussi vous sera présenté. On fera une petite pause pour prendre les questions, donc n'hésitez vraiment pas à noter vos questions. Vous aurez l'occasion de pouvoir les poser à Marc. Et on va reprendre après avec l'intervention de Namir, qui va vous partager un peu son parcours, son expérience, et notamment le business model, comment ce sujet lui est venu, à quoi ça lui a servi de faire son business model, à quoi ça lui sert aujourd'hui en tant qu'entrepreneur en activité. Vous aurez aussi en dernière partie un temps de questions-réponses pour pouvoir reposer vos questions avant de conclure. Donc, on espère pouvoir terminer à 13h30. Donc, on a allongé un peu le webinaire, donc il va durer 1h30. Et quelques petits points logistiques avant vraiment définitivement de laisser la parole. Donc, je vous invite tous, vraiment ceux qui n'ont pas la parole, à couper vos micros. Et si vous voulez interagir, commenter, n'hésitez pas à le faire via le chat, via la conversation. Et si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez lever la main. Donc, on a la chance avec Teams d'avoir l'ordre du coup. Donc, on pourra vous donner la parole à tour de rôle pour pouvoir poser vos questions à nos intervenants. Et ceux qui mettront les questions dans le chat, je me chargerai du coup de les partager à haute voix à nos intervenants et bien sûr à d'autres personnes. J'accepte encore. Et vous avez la possibilité également d'activer les sous-titres. Pour celles et ceux qui en ont besoin, n'hésitez pas. Donc, si besoin de savoir où c'est, je pourrais vous envoyer le petit tips par message. Donc, n'hésitez pas aussi à nous dire s'il y a des éléments de fonctionnalité que vous n'arrivez pas à activer. Je suis vraiment là aussi pour faciliter à ce niveau-là. Donc, je résume. Coupons tous nos micros quand on n'a pas la parole. Si on veut intervenir, on lève la main ou on le fait via le chat. Et moi, je me chargerai de poser la question. Et aussi, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez activer les sous-titres. Je vous montrerai un peu comment ça marche. Donc, n'hésitez pas à poser la question dans le chat.
Pour rappel, le webinaire, il est enregistré et du coup, le replay vous sera partagé à la fin de la session ainsi que le support qui sera présenté par Marc. Voilà, donc c'était tout pour moi. Je reste disponible et je vous souhaite un bon webinaire. Donc Marc, je te repasse la main. Merci Aïssatou. Donc, on est parti, on va commencer sur le business model. L'idée, c'est de vous faire une présentation qui va durer entre 15 et 20 minutes, surtout pour laisser le temps à des questions éventuelles pour que ce soit un peu interactif. C'est vraiment une première introduction sur les fondamentaux de ce qu'est un business model. On va commencer par une introduction et après j'irai dans des exemples en prenant les différents types de business model qui existent, comment on l'analyse et puis je terminerai par un cas d'usage pour rentrer un petit peu plus dans le concret. Donc, qu'est-ce qu'un business model? Ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qui définit réellement le mécanisme de création de valeur. Donc, c'est quoi la création de valeur? C'est comment une entreprise va pouvoir gagner de l'argent. C'est un élément qui est vraiment indispensable quand on a envie de se lancer dans une entreprise et de créer son projet, c'est de bien connaître son business model pour savoir quels sont l'ensemble des éléments à prendre en compte pour s'assurer que son entreprise puisse gagner de l'argent à court ou moyen terme, mais en tout cas au moins pour que l'entreprise ne soit pas s'assurer que l'entreprise puisse fonctionner dans le temps et soit pérenne. On a souvent parlé on a commencé à l'évoquer, la différence entre un business model et un business plan. Le business model, c'est vraiment ce qui définit l'entreprise. Et le business plan, ça va être la traduction de ce business model sur la partie chiffrée. Et donc, ça permettra justement le business model permet de remplir le business plan par la suite. Donc l'objectif, c'est vraiment de valider l'intérêt économique de l'idée d'une entreprise, puisqu'en effet, si vous vous lancez dans une entreprise qui a l'air très intéressante, mais qu'en creusant, vous vous rendez compte que de toute façon, cette entreprise ne peut pas gagner d'argent, ne peut pas être rentable, c'est bien de se poser la question avant pour ne pas se lancer dans un modèle qui amènerait potentiellement à perdre de l'argent et à la faillite de l'entreprise. Et en effet, ce qui est important pour une entreprise, c'est avoir un modèle qui soit pérenne, sain, pertinent, pour qu'elle puisse durer le plus longtemps possible. C'est important donc pour soi-même, mais c'est aussi important pour son écosystème, notamment pour les partenaires financiers qui ont besoin de comprendre comment fonctionne une entreprise et quelle est la solidité de cette entreprise. Mais c'est aussi un élément qui ne va pas servir que à la création de l'entreprise, c'est un élément qui va servir tout au long de la vie de l'entreprise, on le verra, qui permet en effet de pouvoir se reposer régulièrement la question dans les choix principaux qui vont devoir être faits, notamment pour définir quelles stratégies mettre en œuvre, quelles ressources sont nécessaires et quelles stratégies commerciales. Donc, un business model, souvent on parle de Canva, business model. Donc, ça peut prendre n'importe quelle forme d'un point de vue vraiment juste forme. Souvent, c'est un tableau avec 9 cases qui peuvent être réparties un peu différemment. Ce qui est important, c'est pas forcément la forme, mais c'est ce qu'il y a dedans. Donc, il y a 9 parties généralement dans un business model. Donc, je vais les détailler les unes après les autres. La première partie, c'est la proposition de valeur. Qu'est-ce que la proposition de valeur? C'est concrètement, qu'est-ce que vous proposez à vos clients? Quel est le produit, si c'est un produit que vous vendez, ou quel est le service? Et ce qui est intéressant, c'est de savoir à quel besoin vous répondez. Quel est le besoin de votre client et qu'est-ce que votre produit ou votre service va pouvoir répondre comme besoin? Et aussi, dans la proposition de valeur, c'est intéressant de se poser la question des éléments différenciants par rapport à vos concurrents. Deuxième partie du business model, c'est de définir ses clients. Une fois qu'on sait ce qu'on va leur vendre, la question c'est à qui on va le vendre.
Et donc là, il va falloir définir généralement des segments de clientèle, donc c'est-à-dire définir quelle typologie de clientèle on veut adresser. Ça peut être un seul segment, comme ça peut être plusieurs segments. Donc là, j'ai mis des lettres qui peuvent, pour certains, paraître un petit peu surprenantes, B2B, B2C. Donc ça, c'est de l'anglais, ça veut dire B2B, B2C ou B2B2C. Juste pour donner quelques exemples, ça veut dire, est-ce que vos clients, c'est des clients qui sont des clients professionnels? Donc, est-ce que vous vendez à d'autres entreprises ou est-ce que vous vendez à des consommateurs privés, directement aux consommateurs? Donc ça, B2B, c'est aux entreprises, B2C, c'est aux consommateurs, et B2B2C, c'est un petit peu différent, c'est je vends à une entreprise qui elle-même va revendre le produit à un consommateur. On y reviendra par la suite. Troisième partie, c'est les canaux. Donc, les différents canaux, c'est comment vous allez faire pour atteindre votre cible de clientèle. Est-ce que vous allez pouvoir leur vendre, communiquer par des biais web, par une boutique physique, par des réseaux sociaux, par la télévision? C'est toute possibilité qui existe comme type de canaux, mais c'est important de se poser la question de comment atteindre les clients. Quatrième partie, toujours sur les clients, c'est comment on va essayer de définir la relation qu'on va avoir avec nos clients. Puisqu'évidemment, c'est toujours compliqué de gagner un client, mais une fois qu'on a gagné un client, l'idéal, c'est de pouvoir le fidéliser pour qu'il puisse revenir régulièrement vous acheter soit des produits, soit des services. La quatrième partie, question à se poser, c'est quelles sont les activités clés. Donc, dans votre business model, il faut bien savoir qu'est-ce qui, pour vous, est vraiment au cœur de votre modèle et qui est vraiment important pour vous. Donc, selon les typologies de business model, ça peut être la conception, c'est-à-dire la création d'un produit, mais ça peut être sa production. Dans un cas, ça peut être l'un ou l'autre, ça peut être les deux. Ce qui va être au cœur de votre business model, ça peut être la distribution, c'est-à-dire la façon dont vous allez vendre aux clients, ou bien la gestion. Il peut y avoir différentes activités clés, il faut bien savoir lesquelles sont clés pour votre business model. La sixième partie, c'est les partenaires. Donc, évidemment, on ne fait pas une entreprise seule dans son garage. Une entreprise est nécessairement en lien avec un écosystème, avec des parties prenantes, avec des partenaires. Et donc, il va falloir définir ce que l'on appelle la chaîne de valeur. Donc, la chaîne de valeur, c'est comment, depuis la création jusqu'à la vente, qu'est-ce qui va intervenir dans cette chaîne. Donc, généralement, quand on est une entreprise, on va avoir des fournisseurs, donc à qui on va acheter des produits ou des services. On peut avoir des distributeurs qui vont vendre nos produits, par exemple. On peut avoir des prescripteurs. Donc là, c'est important de bien faire une cartographie, c'est-à-dire de bien lister l'ensemble des partenaires avec qui on va travailler et de se demander quel partenaire est important. Et aussi, on peut se poser la question est-ce qu'on le fait en interne ou est-ce qu'on le fait en externe? Donc, par exemple, si je prends l'exemple de la distribution, on peut, si on a créé un produit, je vais prendre l'exemple d'un stylo. Si j'ai envie de vendre un stylo, est-ce que c'est important j'ai créé le stylo, est-ce que c'est important pour moi que je le vende directement, par exemple, via un site internet, ou est-ce que c'est pas forcément ce qui est le plus important, et je peux le vendre à des boutiques qui elles-mêmes vont le vendre à des clients finaux. Donc ça, c'est important de savoir pour chacun des partenaires, est-ce qu'il faut que je le fasse appel à eux ou est-ce qu'il faut que je l'internalise? Septième partie, les ressources, donc ressources clés. Donc, quelles sont les ressources dont vous avez besoin? Il y a certains business models pour lesquels vous allez avoir besoin de beaucoup de ressources, d'autres, vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de ressources. Si je prends deux exemples rapides, si vous décidez de créer une usine pour fabriquer des produits, vous allez avoir besoin d'énormément de ressources matérielles et financières pour pouvoir construire cette usine. Par contre, si vous faites une activité de conseil ou de coaching, là, vous n'avez pas forcément beaucoup de besoin de ressources matérielles ni forcément financières, mais par contre de ressources humaines qui vont être clés dans votre business model. Partie 8, les flux de revenus. Donc ça, c'est important de savoir
comment va être constitué votre chiffre d'affaires. Est-ce que c'est un prix fixe? Est-ce que c'est variable? Est-ce que c'est un abonnement? Tout ça, c'est des choses qui sont importantes à définir. Et ensuite, une fois qu'on a défini les flux de revenus, il faut évidemment définir la structure de coûts. Donc, quelles sont les charges que vous avez? Est-ce que vous avez des loyers? Donc, RH, c'est les ressources humaines. Est-ce que vous avez des collaborateurs que vous devez payer, des honoraires, des matières premières? Et quels vont être vraiment les principaux coûts? Et c'est important de le noter. Donc les éléments à garder en tête pour réaliser son business model, c'est que c'est important avant de se lancer dans une entreprise, de bien connaître son marché. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire une étude de marché, c'est-à-dire si on est se demander combien, parce que si on a un très beau produit mais qu'il y a personne pour l'acheter, ça sert pas à grand-chose. Donc c'est important de savoir si la taille de marché elle est très grande, si elle est très petite, et savoir s'il y a beaucoup de concurrence ou s'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Évidemment, un très grand marché avec pas beaucoup de concurrence, ça laisse beaucoup de place. Un tout petit marché avec beaucoup de concurrence, là, on peut se poser la question de l'intérêt de se lancer dans ce domaine-là. Il faut bien cibler les clients. Donc, comme on a dit, souvent, ce qu'on utilise comme terminologie, c'est des personas. Donc, par exemple, définir, moi, dans mon métier, qui est d'accompagner des clients fortunés, j'ai défini plusieurs typologies de personas, et notamment un persona, c'est un entrepreneur qui a réussi dans son entreprise et qui vient de vendre son entreprise et qui a des besoins pour savoir comment gérer son patrimoine. Ça, c'est un persona. Mais ça peut être aussi un persona de quelqu'un qui vient d'avoir un héritage et qui se demande comment gérer cette partie héritage. Donc ça, c'est les différents personas, mais ça peut être, il faut définir selon son business model. Il faut définir son positionnement, donc savoir si on est, si on prend, là j'ai pris l'exemple du low cost, en effet, est-ce que sur l'habillement, vous devez connaître des chaînes plutôt low cost comme CA, H&M, qui vont être pas forcément plutôt sur des prix faibles. Ça va pas être la même chose chez Christian Dior ou Hermès. Donc vous voyez bien qu'il y a les deux font de la vente de vêtements, mais pour autant le positionnement est extrêmement différent. Il faut bien établir la rentabilité du modèle et en faisant le business plan. Donc le business plan, c'est comment par les chiffres va se matérialiser mon business model. Et ensuite, ça c'est intéressant, il faut tester, valider ou pivoter. Ce qui est intéressant, c'est qu'un business model, je l'ai mis en gras, n'est jamais figé. C'est-à-dire que on définit quelque chose au départ, on va se lancer et à un moment, on va se rendre compte qu'il faut peut-être changer tel ou tel élément du business plan. Il y a un exemple qui est intéressant que vous devez tous connaître, qui est la plateforme Netflix, donc qui permet aujourd'hui de regarder en streaming, donc c'est-à-dire directement en payant un abonnement mensuel pour regarder des séries qui sont des séries ou des films. Il faut savoir, c'est que avant de se lancer dans cette plateforme de streaming, Netflix faisait de la location de DVD en ligne. Et ils se sont dit, en fait, on va changer de business model pour passer au streaming. Et on peut dire que ça a été une très belle réussite pour eux. Donc là, je vais essayer de vous parler de différents business models. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de chacun des business models puisqu'on en a mis un certain nombre, mais c'est pour vous montrer un petit peu vraiment la variété, la diversité qu'il peut y avoir comme type de business model. Le premier que j'ai mis, c'est un modèle freemium. Le modèle freemium, ça veut dire, donc free, ça veut dire gratuit, et c'est l'abréviation entre free et premium. Donc free qui veut dire gratuit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a pris l'exemple de Spotify pour écouter de la musique. N'importe qui peut ouvrir Spotify et écouter quelques musiques. Mais si on veut si on veut pouvoir avoir une utilisation complète, on va devoir payer un abonnement. Donc l'idée, c'est d'avoir beaucoup de clients qui vont pas payer beaucoup ou pas payer du tout et essayer de transformer ces clients pour leur faire payer un abonnement. Il y a des plateformes d'abonnement comme Netflix dont on a parlé. Quelle typologie de business model je pourrais vous parler? Il y a donc l'abonnement, on paye chaque mois et quoi qu'il se passe, mais il y a des tarifications qui peuvent être aussi variables selon la performance. Donc, par exemple, on a pris l'exemple de Facebook ou Google. Quand on va faire des publicités, acheter des publicités sur Facebook ou Google, on va être payé au clic. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur ma
ma publicité, je vais payer. Donc c'est au succès, puisque si jamais personne ne clique sur ma publicité que j'ai mise sur Google, je ne vais rien payer. Il y a l'exemple des commissions. Donc là, en effet, si on prend l'exemple de Uber, donc une plateforme de véhicules de tourisme avec chauffeur, VTC, et donc à chaque fois que vous avez dû peut-être déjà prendre Uber, vous payez, on va dire 15 €, il y en a une partie qui va aller au chauffeur et une partie qui va être une commission versée à Uber. Pareil sur le Bon Coin, à chaque fois que vous faites une transaction sur le Bon Coin, il y a une partie qui est reversée au Bon Coin. Il y a des business models plus traditionnels, on va dire, comme le conseil. J'ai vu que dans les commentaires, il y avait quelques entrepreneurs qui étaient coach ou conseil. Donc là, c'est une facturation qui est généralement faite au nombre de temps, au temps passé pour une mission. L'achat-revente, là aussi assez classique, on achète, on a une boutique, on achète et on revend des produits. Le e-commerce, c'est un petit peu la même chose, mais c'est en ligne. Ensuite, qu'est-ce que je peux donner comme exemple intéressant? Je vais peut-être pas rentrer dans le détail de tous. Oui, il y a le paiement à l'usage. Donc, si on prend l'exemple de la vidéo à la demande, par exemple, on a parlé de Netflix, où là, chaque mois, on va payer un abonnement et on a accès à tout. Mais on peut aussi avoir un modèle qui est différent, qui est à la demande. C'est-à-dire que je vais payer à l'usage, à l'abonnement. Dès que je veux regarder un film, je vais payer uniquement pour ce film. Donc, on voit qu'il y a différents types de modèles qui existent pour la même chose, qui est regarder un film. Après, il y a un système de licence. Ça aussi, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que quand on va créer quelque chose qui va être... Donc là, on peut regarder, par exemple, ce que vous devez connaître, notamment... Alors, on peut prendre soit Dolby Digital ou Marvel. C'est rigolo, puisque c'est deux business models qui sont très différents, mais qui ont le même... Enfin, deux modèles qui sont différents, mais qui ont le même business model de revenus. Dolby Digital, c'est le son qui est dans les PC. Et bien, à chaque fois que un fabricant de PC comme IBM, Lenovo ou autre va intégrer la technologie Dolby, ils vont payer une licence pour utiliser cette technologie. Et pareil pour Marvel, donc vous savez, c'est les super-héros. Si demain je veux créer un agenda avec des photos de héros Marvel dedans, je vais payer une licence pour avoir la photo du super-héros dessus. Alors, comment on va analyser un business model et comment le banquier va faire? Donc, nous, quand on est banquier, on va recevoir un business model et on va l'étudier. Et ce qui va être important pour nous, évidemment, le banquier, lui, ce qu'il souhaite, c'est qu'on va prêter de l'argent et que cette somme prêtée puisse être remboursée. Donc, vraiment, ce qui est important pour nous, c'est est-ce que on va avoir une rentabilité du modèle, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise va pouvoir gagner assez d'argent pour pouvoir rembourser le crédit. Et donc, on va analyser de quand l'entreprise va être rentable, est-ce qu'elle l'est déjà ou est-ce qu'elle va l'être bientôt. On va aussi se demander si elle est en forte croissance ou si elle est en stagnation, et si elle est en croissance, quels impacts ça va avoir sur la rentabilité. Et si jamais la rentabilité arrive avec un chiffre d'affaires plus important, on va se demander comment l'entreprise va faire pour atteindre ce niveau de chiffre d'affaires. Et ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est la récurrence des revenus. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, quand on est sur un modèle sur abonnement, on se dit si les gens restent en abonnement, on sait déjà que il y aura du chiffre d'affaires plus tard. Alors que si on vend, par exemple, on avait mis l'exemple du slip français. Si on vend des slips, est-ce qu'on est sûr que les gens vont continuer à acheter des slips? C'est des questions qu'on va se poser. Donc la scalabilité, c'est un mot un peu anglais barbare, mais ça veut dire est-ce que l'entreprise va pouvoir passer à l'échelle? Est-ce qu'elle va pouvoir grandir? Et la faisabilité, c'est-à-dire que si vous nous présentez un business plan où aujourd'hui vous faites 50 000 € de chiffre d'affaires et l'année prochaine vous avez prévu d'en faire 5 millions, on va se demander si c'est réellement réaliste. Et donc ça sert à rien de proposer un business plan qui est complètement irréaliste parce que le banquier va pas forcément y croire, et même s'il y croit et qu'il vous fait le crédit, il sera forcément déçu que le business plan ne soit pas atteint.
Alors, là, je vais essayer oui, on est à peu près à une petite vingtaine de minutes. Très rapidement, je voulais prendre l'exemple d'une entreprise qui est assez intéressante. Alors, on a changé le nom de l'entreprise, mais disons qu'elle s'appelle Le Bon Pull, et elle vend des pulls. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux autres, la grande différence dans son business model par rapport à une vente de pulls classique, c'est qu'elle fonctionne par un système de précommande. Une entreprise classique qui va vendre des pulls, elle va fabriquer des pulls et ensuite elle va les vendre. Et alors, vous vous rendez bien compte que si je commence par fabriquer des pulls et que je les vends après, eh ben, je vais devoir débourser de l'argent tout de suite et je serai payé après. Donc, il y a un impact sur les flux financiers qui est important. Et l'autre point, c'est que si je fabrique trop de pulls et que le produit ne plaît pas, bah, je vais me retrouver avec des pulls que j'aurais payés mais que je n'aurais pas réussi à vendre. Et donc, pour essayer de résoudre ce problème, ils ont fonctionné comme un système de précommande. Donc, ils vont mettre sur Internet une proposition en disant qui veut acheter ce pull avec une belle photo du pull. Les gens vont faire une précommande et ça va durer pendant 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, ils vont avoir 100 commandes de pulls. Et une fois qu'ils ont ces 100 commandes de pulls, ils vont les faire fabriquer. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir quand ils les feront fabriquer, ils auront déjà récupéré l'argent et en plus, ils sont sûrs de tous les vendre. Donc, vous voyez que c'est un business model complètement différent. Mais par contre, la clientèle, il faut qu'elle accepte de payer tout de suite pour recevoir son pull dans 2 mois ou 3 mois. Donc, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Et donc là, on a alors je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, mais tous ces éléments du business model que j'ai évoqués, on va les traduire par des tableaux qui vont nous permettre de dire combien je vais avoir combien d'articles je vais vendre par personne, combien ils vont payer par article. On va multiplier tout ça, ça va me donner mon chiffre d'affaires, combien ça va me coûter de fabriquer le produit, combien ça va me coûter d'aller chercher le client. Et ça nous permet d'arriver à ce beau tableau qui est le business plan. Donc là, le business plan, c'est tout simplement un compte de résultats où vous voyez, donc là, on était en 2022, où il y a les premières colonnes 19, 20, 21 qui sont des colonnes réelles. Et le business plan, c'est quelles sont mes estimations pour 2022, 2023, 2024, 2025. Et donc, on voit que parmi toutes les hypothèses qui ont été prises, on est arrivé à un chiffre d'affaires qui faisait 21 millions d'euros en 2021, 22 millions en 2022, avec un objectif d'atteindre 73 millions d'euros en 2025. Et la rentabilité, on voit que l'entreprise, elle était rentable en 2019 et 2020, mais par contre, elle n'est plus rentable en 2021 ni 2022, mais elle retrouve la rentabilité en 2024 et 2025. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans comment on construit comment ont été construits et quelles sont les hypothèses, mais c'est important, on n'aurait pas pu construire ce business plan si on n'avait pas défini en amont le business model. Voilà, donc de mon côté, j'ai terminé la présentation plutôt théorique et je serais ravi de pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup, Marc. Très intéressant en tout cas. Moi, j'apprends des choses aussi, donc c'est cool. Merci. Alors, on va passer à la phase des questions. Donc, je vais regarder dans le chat s'il y avait déjà des questions. J'ai une question de Thomas qui demande comment ils font, avec les retours si 90 renvoient les pulls. Donc, peut-être c'est ce que tu disais un peu à la fin, Marc, c'est que les hypothèses, voilà, les hypothèses qu'ils ont dû faire pour réaliser ce tableau-là ont été que eux tous, ils les achètent finalement. Exactement, ce qu'ils font, ils ont prévu ça, donc vous voyez ils ont prévu un pourcentage d'échange, un pourcentage de remboursement, et donc en fait, ils se sont rendus compte historiquement qu'il y avait en effet 25% des achats qui étaient en retour, parce que il y avait la taille n'est pas forcément bonne, la couleur ne plaît pas, et donc l'idée, s'il y a des échanges, s'il y a des gens qui ont acheté trop grand, d'autres trop petits, ça permet de pouvoir faire des échanges.
Et après, quand il leur reste une petite partie de leur production, là, ils vont rentrer dans un cycle de vente classique où ils vont mettre en ligne des ventes instantanées où la personne paye et revend par la suite. Mais ils n'auront que ces 25% qui restent à revendre de manière classique. Merci. Alors, j'ai une autre question. Le temps qu'elle s'affiche. Par quel biais conseillez-vous à un entrepreneur plutôt en difficulté avec les chiffres de se faire aider pour l'élaborer? C'est presque à toi, Isatou, de répondre, mais il Bah faut oui. typiquement HUP est un bon outil. Il faut se faire accompagner parce qu'en effet, c'est pas facile de traduire un business model en business plan avec des chiffres. Il faut avoir une formation spécifique en gestion et peu d'entrepreneurs ont cette formation, ils ont plutôt des formations, enfin il y en a qui n'ont pas de formation, d'autres qui ont des formations dans des métiers très variés. Et donc c'est important de se faire conseiller, de se faire accompagner. Et en effet, les incubateurs ou les associations d'aide comme HUP sont idéales pour ça. Et après, si vous voulez un accompagnement plus classique, on va dire, vous pouvez aussi passer par votre expert comptable ou par des sociétés de conseil. Totalement. Donc, effectivement, nous, au sein de HUP Entrepreneur, on met en place des programmes de mentorat. Donc, on a du mentorat qu'on peut vous proposer, donc avec des mentors qui ont des compétences du coup sur le business model et le business plan. Et l'idée, c'est qu'ils vous accompagnent à monter en compétence sur le sujet tout au long de la période d'accompagnement. Donc, voilà, je ne sais pas, Catherine, on pourra s'en reparler après si vous le souhaitez. Donc, j'ai plus de questions dans le chat, j'ai pas de main levée. Est-ce que il y aurait des questions? Alors, j'ai David qui demande de revenir sur une slide. Je remonte pour voir la dernière du 1. Alors, je sais pas. Ok. Est-ce que c'est celle-là? La dernière du coup, du point 1. Peut-être David, si vous voulez prendre la parole, on peut vous laisser la parole aussi. Oui, merci. C'est que c'est allé un petit peu vite sur cette diapo et j'avais pas eu le temps de bien l'apprécier et je me demandais voilà. d'électricité. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, on Pardon. vous entend. J'ai D'accord. coupé le micro de Florence. Ah, d'accord. Et donc voilà, en fait, je trouvais que tout est intéressant et un petit peu dense et donc voilà, pour moi c'était un peu rapide. Sauf la toute première que je comprends très bien parce j'ai déjà beaucoup travaillé dessus, celle d'avant. À partir de là, j'avais un petit peu décroché, donc j'avais besoin de revoir parce que je trouve que décrocher, ça met un grand mot parce qu'après les différents exemples que vous avez donnés sont très clairs aussi. C'est cette partie-là qui me paraissait pour moi la plus importante à creuser en fait. Donc j'avais besoin de la revoir, c'est pour ça. Je n'ai pas en fait vraiment de questions sur sur celle-là. J'avais besoin de la revoir et peut-être qu'en la mûrissant, je comprendrai certaines choses un peu mieux. Merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie, David. Alors, j'ai Rachida qui pose une question dans le chat. Quand on rencontre des conseillers CCI, ils disent qu'il faut être rentable Quand on rencontre des conseillers CCI, ils disent qu'il faut être rentable au bout d'1 à 2 ans. Dans votre exemple, il y a 3 années difficiles. Quel est le point de vue du banquier? C'est une très bonne question. Oui, je pense que les conseillers CCI ont forcément raison. Je suis forcément d'accord avec eux. Il faut être rentable dès que possible, puisque un banquier, quand on n'est pas rentable, le banquier ne va pas prêter de l'argent.
Donc, en fait, là, on va rentrer dans une deuxième, enfin une partie qui s'éloigne un petit peu du business model et du business plan, qui est le financement. Mais un banquier, pour faire simple, il va prêter si vous êtes rentable ou s'il est assez certain que vous allez devenir rentable rapidement. Et donc, si vous n'êtes, dans le cas présent que c'est vrai que j'ai présenté, si vous n'êtes pas rentable tout de suite et si dans votre prévision, vous n'allez pas être rentable dans les prochaines années, ça veut dire qu'il faut faire un financement qui va être différent que le financement bancaire. Et donc, pour faire très simple sur les financements, pour pas aller trop dans le détail, il y a deux types de financement pour une entreprise. Il y a les financements en dette, donc plutôt bancaires. Donc, on va emprunter de l'argent et on va devoir le rembourser au fur et à mesure des années. Et il y a un autre type de financement qui est le financement par le capital. Donc, c'est un investisseur qui va investir dans votre entreprise en échange d'une partie du capital de votre entreprise. Et l'avantage de ce mode de financement, c'est que vous n'avez pas besoin de le rembourser. Et donc, il peut être là pour financer les prochaines années en attendant la rentabilité. L'inconvénient, c'est qu'au lieu d'avoir 100% de votre entreprise, vous allez céder une partie de votre entreprise, 10, 20, 30% du capital de votre entreprise. Et donc, si un jour vous faites des résultats, vous devrez les redonner en partie par des dividendes à cet investisseur. Et si jamais vous revendez votre entreprise, il prendra la part qui lui est due. Voilà. Mais en effet, il faut, pour aller atteindre les financements bancaires, c'est important d'être rentable rapidement. Et à moins d'avoir une stratégie très ambitieuse et de vouloir lever des fonds de manière significative, en effet, je vous conseille de faire un business model et un business plan qui atteignent la rentabilité le plus rapidement possible et même les premières années qui soient proches de la rentabilité. Super, merci pour cette réponse, Marc. J'ai une main levée, donc Emmanuel, allez-y. Donc, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Donc, dans ce cas que vous parlez donc de ce crédit, ça ne concerne pas les auto-entrepreneurs, c'est sûr. Exactement, les auto-entrepreneurs ne vont pas avoir d'investisseurs à leur capital. Et donc, c'est pour ça qu'un auto-entrepreneur doit vraiment être rentable le plus rapidement possible. Ok, merci. Si pas d'autres questions, je vous propose de passer à la deuxième étape. Et donc, Namir, je te passe la main. Merci Super. encore, Marc. Avec Super, plaisir. merci, ça va très très vite et il y a tellement de choses intéressantes qu'a pu partager Marc également par rapport à vos questions. Donc moi je vais essayer d'être le plus concis et le plus rapide puisque je sais pas jusqu'où on peut déborder même par rapport aux disponibilités de chacun. Donc comme je vous avais dit, moi j'ai créé Livavel. Pourquoi? C'est-à-dire que déjà je travaille dans le milieu du transport. Donc comme je vous avais dit, donc j'ai validé mon master, j'ai eu la chance de le faire en alternance. Donc, si vous voulez, j'étais 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école chez un transitaire. Donc, à Roissy-Charles de Gaulle, et je voyais donc j'étais immergé en fait dans le monde du transport et il y avait beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés justement à livrer le client. Soit parce que le transporteur, le transitaire, il faut savoir qu'il c'est une autre partie du transport, c'est-à-dire que c'est lui qui va organiser son transport, mais la livraison du dernier kilomètre, c'est pas forcément lui qui va le faire. Et les principaux retours qu'on a, et même vous, si vous avez déjà commandé sur Internet, c'est soit, par exemple, vous bloquez toute une matinée, vous bloquez pour certains même toute une journée. On vous dit qu'on a essayé de vous livrer, mais que il y a personne qui est venu à la maison. Ou sinon, vous retrouvez votre colis complètement écrasé dans votre boîte aux lettres ou jeté dans votre jardin pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin. Et je me disais, voilà, Namir, il y a une opportunité par rapport à ça, par rapport au dernier kilomètre. Donc la vie a suivi son cours. Il faut savoir que je suis une personne en situation de handicap, que j'ai une maladie, c'était en 2019. Donc même par rapport à ça,
il y a toute votre vie au final qui est remise en question, parce que vous avez un parcours, vous êtes plutôt en forme. Enfin, il y a toute une partie aussi psychologie par rapport au handicap aussi à se faire par rapport à cette nouvelle vie. Et toujours cette idée de créer sa solution de transport et de logistique qui a émergé. Et je me suis dit, voilà, Namir, la grosse opportunité dans le monde du transport aujourd'hui, c'est la livraison du dernier kilomètre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à vélo tout simple, on les voit tous les jours, même si je ne suis pas vraiment fan de ce modèle-là. Tout à l'heure, on parlait Uber, par exemple, vous voulez un sandwich, vous vous connectez sur une plateforme en ligne aujourd'hui, quelqu'un vous livre. Donc tout le monde a besoin, en tout cas, on a créé le besoin de se faire livrer, de se faire livrer tout et n'importe quoi aujourd'hui. Donc moi, ce que je voulais faire, c'est de rester quand même un minimum, comment dire, de créer ma propre structure, pardon, dans la livraison du dernier kilomètre. Et aujourd'hui, je me suis dit, voilà, il y a le vélo cargo, c'est une solution que beaucoup, on va dire, transporteurs et logisticiens commencent à connaître. C'est une pollution. C'est une solution non polluante et qui peut fonctionner. Donc, comment a émané, on va dire, le business model, c'est-à-dire que déjà, quand vous voulez entreprendre, déjà, je pense qu'il faut connaître un minimum le milieu. C'est-à-dire que moi, par exemple, je viens du milieu, on va dire, transport logistique. Je ne me vois pas, par exemple, créer un restaurant, sauf si je suis passionné de cuisine, sauf si je me forme derrière. Donc, si vous voulez, déjà, vous, par rapport, déjà, commencer, savoir si vous avez une certaine passion, une certaine formation. Déjà, il faut se former, il ne faut pas se lancer dans tout et n'importe quoi, parce que tout le monde fait aujourd'hui, on va dire, de la restauration. Bah, tiens, un beau matin, je vais faire de la restauration. Non, il faut savoir ce que c'est le monde de la restauration, il faut savoir les plus, les moins. Enfin, il faut vraiment tout prendre en compte. Donc, il faut vraiment être soit du milieu, soit vraiment se former pour être professionnel, parce qu'on est là pour durer dans le temps et pas au bout d'1 an, 2 ans, commencer à tirer la langue et en se disant ouais, mais je suis pas rentable, ouais, mais j'ai pas réfléchi avant, le statut, le machin. Donc, si vous voulez, il y a une réelle réflexion par rapport à ça. Ensuite, la deuxième chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de savoir son environnement. C'est-à-dire que moi, j'habite à Lyon, à Saint-Priest, pour ceux qui connaissent, on va dire, c'est entre, allez, je dirais 10 minutes de Lyon. Donc, si vous voulez, j'habite aux alentours d'une grande métropole française. Une personne qui habite dans le Cantal ou dans la Lozère, peut-être qu'il aura un autre mode. Alors, il aura un tout autre mode de consommation. Donc, si vous voulez, par rapport à vous, où est-ce que vous habitez, déjà, il faut comprendre son environnement, savoir les habitudes de consommation de chacun et voilà. Et ce qui peut se faire également par rapport par rapport à votre mairie, par rapport à des associations. Là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un shop et un mentor aussi. Donc, essayez de prendre un maximum d'informations autour de vous, savoir ce qui peut se faire aussi sur le local, sur le national. Là, actuellement, il y a tout le monde est branché élection, mais voilà. Enfin, si vous voulez, chacun, les politiques et même notre environnement influent par rapport à notre business. Pourquoi je vous dis ça? Par exemple, moi, j'ai créé Voilà Livavel. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça demande des fonds plus ou moins importants, mais aujourd'hui, j'ai une aide, on va dire, de l'État qui promeut, on va dire, toutes les solutions écologiques, donc qui m'a vraiment donné un coup de pouce par rapport à la création de ma société, que ce soit du matériel, même le vélo qui n'est pas donné. On pourrait dire, voilà, le vélo, ça coûte pas cher, mais un vélo cargo, il y a une somme quand même derrière. Mais voilà, il y a des soutiens de l'État, il y a des soutiens de la région, il y a des soutiens de la métropole. Donc, il faut prendre en compte toutes ces comment dire, toutes ces aides. J'ai noté tellement de choses et voilà. La grosse qualité aussi d'un entrepreneur, c'est de savoir être acteur, c'est-à-dire pas rester dans son coin, essayer d'aller parler aux gens, essayer de se remettre en question aussi, essayer d'accepter d'être challengé, c'est-à-dire que moi je viens avec mon idée, je vous la présente, ouais, mais je comprends pas pourquoi vous adhérez pas. Alors que non, peut-être que la personne va vous challenger, oui, mais t'as pas pensé à ci, t'as pas pensé à ça. Par exemple, il y avait la dernière fois, je présentais justement ma solution à ma mairie et ils m'ont dit
concrètement, demain, je veux faire appel à Livavel, comment je fais? Donc, c'est vrai que heureusement que j'avais pensé à cette idée, mais savoir être simple, bah, vous allez sur le site internet, on a des canaux de communication, on a un numéro de téléphone, on a un mail. Et c'est vrai que l'expérience client doit être la plus simple parce qu'en fait, si vous voulez, le client, on est tous clients. En fait, si vous voulez, il va pas se prendre la tête. C'est-à-dire qu'il y a une telle concurrence qu'en fait, si vous n'êtes pas simple et concis, il ira voir ailleurs. Si vous voulez, même si vous avez un site internet ou une page Facebook ou une page Instagram, il faut que tout soit très très simple, il faut que tout soit concis et la personne va pas se dire ah bah non, vu que c'est lui, je vais me casser la tête. Non, il y a une telle multitude, il y a une telle concurrence qu'il va pas se prendre la tête. Aujourd'hui, on est dans un mode de consommation. Je ne sais pas si vous avez un smartphone. Aujourd'hui, on est sur du défilé, swipe up, swipe up, swipe up. On défile, on défile. On est dans un mode de consommation qui est tout de suite et on ne veut pas se casser la tête. Après, j'avais mis quelques tips par rapport au lancement de business. Dès que vous avez des prix, la première erreur, je dirais, vous avez défini des prix. Ne pas baisser les prix tout de suite. Ne pas baisser les prix tout de suite. Ne pas se voir au rabais. Ne pas se voir au rabais. Ah bah ça marche pas là. Bah, je vais dire une bêtise. Par exemple, je propose une prestation à 10 euros. Au bout de 15 jours, je ne vais pas me la mettre à 3 euros parce que ça ne marche pas. Parce que si, en fait, vous faites ça, déjà, votre business model, votre business plan, il ne tiendra pas. Il ne tiendra pas parce qu'en fait, vous, déjà, vous avez fait des calculs, comme a très bien pu l'expliquer Marc auparavant. Baisser les prix tout de suite, si vous voulez, ce n'est pas la solution. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que vous êtes trop cher? Est-ce que vous ne pouvez pas apporter quelque chose en plus, donner envie? Par exemple, dans les commentaires, enfin dans le chat, je voyais pas mal de personnes qui sont dans le coaching. Aujourd'hui, qui peut fonctionner dans le coaching, voilà, ce que je vois passer beaucoup, par exemple, c'est des e-books. Des e-books, se comprendre soi-même, enfin, vous êtes plus informés que moi, ceux qui sont dans ce domaine-là, mais proposer des choses en ligne, animer des petites vidéos YouTube, des petits lives. Aujourd'hui, si vous êtes branché aussi sur TikTok, sur Snapchat ou sur autres réseaux sociaux, il y a tellement de lives, il y a tellement de gratuit pour commencer, mais en tout cas, c'est ces canaux de communication qui vont vous ramener des clients par la suite. Voilà, donc savoir créer une offre pour tous. Voilà, et justement par rapport à ça, par exemple, moi, on me propose une activité, une prestation, par exemple, je veux faire du coaching. Je vais dire une bêtise, hein, je vais donner un prix lambda. Par exemple, la séance, elle est à 40 euros. Aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de me payer la séance de coaching. Mais si la personne, par exemple, elle fait des vidéos, elle fait des lives, je vois elle prend des personnes, on va dire, voilà, elle est humaine déjà, elle écoute la personne, si vous voulez. Ben, moi, aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de me payer, par exemple, ma séance de coaching à 40 euros. Ben, demain, je vais essayer d'économiser ou de vraiment l'atteindre. C'est pour ça que je vous ai dit, dès que vous créez en fait des prix, ne pas se voir au rabais. Justement, Aïssatou, c'est elle qui anime aujourd'hui ce webinaire. Faut savoir ce qui existe. Aujourd'hui, sincèrement, depuis que c'est une petite expérience, hein, que j'ai dans le monde de l'entrepreneuriat, mais je vois qu'il y a une multitude d'offres d'accompagnement, que ce soit du gratuit, du payant. Sincèrement, je ne sais pas comment c'était avant, parce que je n'y étais pas dans ce monde-là, mais sincèrement, si vous voulez de l'accompagnement, il y a de l'accompagnement pour pas cher, pour même gratuit, même il y a des solutions dans votre mairie, dans votre région, dans votre département. Sincèrement, aujourd'hui, en tout cas, la politique actuelle, elle est ce qu'elle est, mais le monde de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, il y a beaucoup d'accompagnement. Et par rapport à Aïssatou, j'ai pu avoir le bénéfice d'être accompagné et par rapport à des mentors. Et au final, c'est une personne, en tout cas, qu'on m'a mis en relation, une personne incroyable. Et d'ailleurs, je suis encore en contact avec elle. J'avais déjà une idée, mais c'est une personne, si vous voulez, qui a su me challenger. Par exemple, il m'a dit, oui, mais au final, pas méchant, hein, mais il m'a dit, au final, que ce soit toi ou que ce soit Hubert en vélo, bah, c'est la même chose. Sauf que le Uber, je vais payer pas cher, la personne, elle va pas trop me parler. Oui, mais derrière, il y a un réel service, Livavel. C'est-à-dire que la personne, vous allez créer quelque chose avec elle. Il y a du consommé local. Je veux dire, il y a un réel plus. C'est pas juste une personne qui vous livre en vélo. Donc, si vous voulez, ces programmes de mentorat, ils sont bien parce que sincèrement, ça vous permet de vous challenger, de remettre en question aussi
votre idée et savoir au final si vous êtes fait pour cette idée ou pas. Des idées, tout le monde en a tous les jours. À chaque fois que vous regardez dans une glace, vous avez des nouvelles idées. Vous marchez, vous avez une idée, mais après, de partir d'une idée à la concrétisation, que ce soit rentable, là, il y a tout un chemin. Tout à l'heure, il y avait une personne, je crois que c'était Rachida, qui disait que le conseiller CCI disait, voilà, il faut être rentable au bout d'1 ou 2 ans. Le conseiller CCI, c'est un conseiller CCI. C'est pas pour taper sur les conseillers CCI, mais il y en a certains qui ne sont pas entrepreneurs, qui n'ont pas créé de société, qui n'ont pas. Donc, si vous voulez, lui, il est conseiller CCI. Donc, s'il vous dit ça, bien sûr qu'il faut être rentable le plus rapidement possible, mais c'est vous qui connaissez votre projet, vous connaissez votre business model, vous avez créé normalement un business plan solide. Donc, si vous voulez, quand vous êtes engagé dans cette solution, vous y croyez. C'est-à-dire qu'il peut y avoir n'importe quelle personne qui vous dise « Non, mais de toute manière, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Bah, pourquoi c'est n'importe quoi ce que je fais ?» Donc, il y a un échange et vous, derrière, vous avez des arguments et vous croyez en vous croyez en votre projet et c'est comme ça que ça se concrétisera. Tout à l'heure, Aïssatou, justement, parlait des trophées. Des trophées HUP. Aujourd'hui, il y a une multitude de trophées qui existent. Il y a des trophées de l'innovation, il y a des trophées à échelle nationale, départementale. Si vous voulez, même eux peuvent vous aider justement à financer et à concrétiser votre projet. Tout à l'heure, on parlait justement du textile avec les pulls. Je l'avais noté, par exemple, Kiabi Pimki, aujourd'hui, il tire la langue. Pourquoi ? Il y a eu, allez, je dirais peut-être de 5 à 10 ans, aujourd'hui, il y a de la fast fashion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour 1 ou 2 euros, limite, vous pouvez avoir un pull, vous pouvez avoir un pantalon, vous pouvez avoir une multitude de choses. Donc, si vous voulez, savoir s'adapter aussi à son modèle économique, savoir se remettre en cause, enfin, en question, pas totalement, mais savoir s'adapter, pour moi, c'est une grosse qualité de l'entrepreneur. C'est-à-dire, vous avez une ligne directrice et voilà, il y a des informations nationales, locales, des choses que vous voyez dans la rue. Donc, il faut vraiment être ouvert. Il faut être ouvert par rapport à votre environnement, où vous habitez, qui vous entoure. Donc, ça, c'est super important. Voilà, je vous ai donné tout en brut parce que je sais que le temps est compté. Donc voilà, si vous avez des questions, avec grand plaisir en tout cas. Merci beaucoup, Namir. Effectivement, donc là, il est 13h. On va reprendre une autre phase de questions. Donc, les questions sont à la fois ouvertes à Namir, mais peuvent aussi être adressées à Marc. Donc, voilà, n'hésitez pas. Soit vous le mettez dans le chat, soit vous prenez la parole et puis vous posez directement votre question. Et comme je l'ai mis dans le chat, donc du coup, je vous enverrai le replay. Donc, ce soir ou au plus tard lundi. Tout dépendra de la disponibilité parce qu'il va falloir retravailler un peu la vidéo. Mais le replay sera disponible ce soir ou lundi. Thomas, allez-y. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question pour la partie proposition de valeur dans le business model. Est-ce que vous avez des conseils ou des astuces pour faire le lien avec notamment la proposition de valeur Canva, pour faire le lien, parce que c'est une partie où j'ai un peu de mal. C'est-à-dire avec donc de commencer avec la proposition de valeur Canva, où donc on se concentre sur les besoins, sur les contraintes, sur des choses. Enfin, pour ceux qui voient le Canva, vous comprenez. Et ensuite, de récupérer cette partie pour mettre dans le business model. Est-ce que Marc, vous souhaiteriez répondre? Je ne suis pas sûre, moi, d'avoir compris la question, mais je pense en lien avec le business model Canva et dans la trame, effectivement, il y a une partie proposition de valeur. Donc, est-ce que, Thomas, votre question, c'est quelles sont les questions à se poser pour pouvoir remplir cette partie-là, c'est ça? En fait, il y a effectivement plusieurs Canva, on va dire, et les deux plus connus, c'est le business model Canva. Oui. Donc,
Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez taper sur Internet où vous trouverez directement la présentation graphique. Et puis, vous avez la proposition de valeur, donc Proposition Value Canva, qui est un Ok. peu la même chose. Et en fait, moi, la question, c'est comment on fait. Parce que si on part, par exemple, sur mauvaise valeur, enfin, proposition de valeur, bah, le business model, il est déjà biaisé dès le début. Je vais peut-être reformuler pour vraiment que la question enfin, soit comprise par tous. Est-ce que donc là, il y a deux modèles. Donc vous partez plutôt sur le modèle business model proportion value, c'est ça? Vous partez sur ce modèle-là? Bah, Et c'est pas deux valeurs différentes, elles sont complémentaires. d'accord, ok. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre activité? Quel est votre projet? Bah, pour l'instant, j'ai rien. Je suis le programme du mentorat. Pour l'instant, j'ai pas d'idée, j'ai rien du tout. D'accord. Vous n'avez pas d'idée, mais vous souhaiteriez entreprendre. En Ok. fait, Oui, j'ai envie de dire les différents modèles qui existent, c'est des outils. Mais tous les outils, ils servent à aboutir à la même chose. Et je dévalorise pas du tout les outils, mais il y a à peu près la même chose dans chacun des outils. Donc, travailler sur le Canva avec les 9 parties où il y a différentes parties sur la proposition de valeur, quels sont les besoins, quels sont les clients, ou bien travailler sur un autre modèle. Au final, on va répondre aux mêmes questions, ça va juste être dans un ordre différent. Et ça peut être intéressant de faire de faire les deux approches parce que il y a potentiellement, il y a un outil que vous allez trouver plus adapté ou qui soit à vous, soit justement à votre activité. Mais en soi, moi, je suis pas là pour. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de meilleur ou de moins bon outil. Ces différents outils, ils fonctionnent à peu près tous. Et en réalité, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'éléments qui se retrouvent dans les deux, hein. Il n'y a pas une différence énorme. D'ailleurs, je pourrais aussi vous partager un modèle de business model Canva, du coup, que nous, on partage aux entrepreneurs. Je pourrais vous le faire suivre. Est-ce qu'on prend encore les dernières questions? Ou si pas de questions, peut-être on arrête là. Non? Bah, je pense que l'intervention a été plutôt claire. Ah, si, Florence. Oui, Florence, bonjour à allez-y. tous. En effet, j'ai le projet de créer un business de coaching et le modèle économique auquel je pense, c'est simple, hein, pour le coaching, c'est une personne avec un service de coaching qui me paie. J'ai différents types de formats que je souhaite proposer, notamment des groupes, puisque c'est plus rentable. Et je pense, mais vous me direz votre point de vue, mais obtenir un meilleur retour sur investissement avec des groupes qu'en one-to-one. Quant au pricing, j'ai une idée de prix de 100 € par prestation. Selon mon profil, c'est un tout petit peu plus cher que mes confrères qui pratiquent à Paris, puisque c'est là où je souhaiterais mettre ma domiciliation. Je dis domiciliation parce que j'exerce en ligne. J'exerce en ligne et j'ai pour projet de travailler beaucoup avec des Irlandais. Les outils que j'utilise sont anglophones, donc j'ai plus de facilité à travailler avec des anglophones. Néanmoins, actuellement, je suis à Paris et je vais ouvrir ces techniques à des francophones. Que vous dire d'autre? Voilà, je souhaite créer des produits de formation, notamment pour automatiser mon business et étant donné qu'on est en situation de handicap, je pense que il faut aussi savoir doser son énergie. Donc l'automatisation peut être un levier pour nous particulièrement. Donc voilà, créer de la formation, faire de la prestation de coaching de groupe idéalement parce que c'est moins coûteux et en one-to-one en dernier lieu. Et voilà, donc je sais pas trop déjà où m'établir puisque là, je commence à développer une liste email, donc j'ai une newsletter sur laquelle il y a plusieurs centaines d'inscrits. Certains d'entre eux veulent que je les accompagne,
Le problème, c'est que j'ai pas encore fait ma déclaration à l'URSSAF parce que je ne sais pas si je vais m'installer à Paris ou bien en Irlande pour le moment. Voilà. Peut-être en auto-entrepreneur, pourquoi pas. Après, je vous laisse le soin de me répondre parce que c'est une question que je me pose justement de contacter l'URSSAF. Et voilà, sachant que du point de vue fiscal, c'est plus intéressant de s'installer en Irlande parce que si je crée une société là-bas, la charge fiscale est à 12,5 et il me semble qu'elle est à 25% en France. Donc voilà. Mais j'habite en France fiscalement. Donc, voilà. Donc, voilà ce que je veux faire. Merci beaucoup pour ce partage. Après, si j'avais un petit conseil par rapport à Florence. Ouais. Après, je vous connais pas du tout, mais en tout cas, après, il y a beaucoup de statuts aussi par rapport, surtout au début d'activité. Par exemple, moi, vous voyez, par exemple, je suis en SASU. Donc, si vous voulez, ça permet comment dire, de ne pas être imputé au final par rapport à des prestations que je pourrais avoir par rapport à mon handicap justement. Donc si vous voulez, il y a Livavel d'un côté et il y a Namir de l'autre. En tout cas au début, parce que je suis tout seul, je viens de commencer. Bien sûr, j'ai des projets, mais au final, on n'a pas encore de boule de cristal pour savoir comment va évoluer le business. D'accord. Donc, vous avez détaché la personne morale de vous en créant une société. Exactement. Donc, si vous voulez, ça n'impacte pas votre vie. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour une personne en situation de handicap, l'énergie est comptée. Ouais. Donc, et se lancer dans l'entrepreneuriat, voilà, je le cache à personne, ça prend de l'énergie. Voilà. Absolument. Merci. La SASU, ça pourrait être une solution pour moi parce que moi, pour le moment, j'ai rien. Ce que je fais, c'est que je récolte des témoignages parce que en attendant, ça me fait pas avoir du cash parce que qui dit cash dit qu'il faut que je me déclare, donc il faut que je fasse un choix sur la forme fiscale que je devrais avoir. Et pour le moment, je sais absolument pas. Donc, ce que je fais, je récolte beaucoup de témoignages. Parce que tout à l'heure, Namir, vous parliez de preuves sociales, de faire son marketing. C'est ce que je fais avec la newsletter. Ça, c'est gratuit. Vous avez raison. Voilà. Vous avez raison. Ouais. En attendant, je grossis ma liste de clients et dès que je serai prête, ils le seront aussi. Et il vaut mieux que je sois moi attendue plutôt que ce soit l'inverse, que je sois prête fiscalement, etc. et que je n'ai pas de clients. Donc là, je préfère que les gens me sollicitent et que je leur dise d'attendre. Et ça fait toujours mieux de dire aux gens qu'on a une liste d'attente. Quand bien même ils savent pas que c'est parce que bon, on sait pas quelle forme ça vous regarde. Ouais, c'est ça. Et en plus, ils pensent qu'on est très demandé. Ils n'ont pas accès à mon agenda ou quoi que ce soit. Donc, ils se disent, ah, elle a de l'attente. Donc, j'attends 1 mois ou 2 pour avoir rendez-vous avec elle. Donc, c'est qu'elle est très prise. Donc, ça fait augmenter aussi la valeur au-delà des témoignages que je recueille. Mais je sais pas quoi faire fiscalement, en fait. Je sais pas si quelqu'un peut me conseiller. Ouais, je pense, Florence, par rapport à tout ce qui concerne la fiscalité ou même le choix de votre statut juridique, nous, on a des permanences, on a un partenariat avec le barreau de Paris, avec des permanences gratuites. Donc ça aussi, on pourra s'en reparler. N'hésitez pas à me faire un mail ou je me note en tout cas de vous recontacter pour vous mettre en relation avec la personne qui gère ça en interne. Ah, volontiers, c'est gentil, merci. Et pour la domiciliation, est-ce que vous avez des idées à Paris de lieux qui permettent de domicilier en tant que coach, mais ponctuellement, vraiment ponctuellement, des lieux qui soient 2 en 1, location de bureau à l'heure, ce serait chouette, et deuxièmement, qui fassent de la domiciliation. Je ne sais pas si quelqu'un a... Je laisse peut-être les participants interagir dans le chat par rapport à votre question. Après, sincèrement, si je peux me permettre, en fait, si vous voulez, il y a une multitude d'offres de domiciliation, il y en a plein. Après, il faut savoir où savoir se domicilier. Par exemple, il y a 2 idées qui me viennent à l'esprit. Par exemple, il y a une boîte de domiciliation Paris, avenue des Champs-Élysées. Donc, si vous voulez, le prix reste correct, mais si vous voulez domicilier aux Champs-Élysées, forcément, il y a un certain prestige. Voilà, ou sinon de se domicilier aussi des adresses de domiciliation. Par exemple, si vous habitez en Île-de-France, par exemple, sur des zones franches. Par exemple, je crois qu'il y en a une à Aubervilliers ou à Saint-Denis, et ça vous permet même fiscalement d'avoir des abattements. Donc, tout dépend aussi de votre stratégie par rapport à ce que vous voulez communiquer. Donc, forcément, avoir une adresse au cœur de Paris, sur les Champs-Élysées, et avoir une adresse en Seine-Saint-Denis, c'est pas forcément la même chose.
Oui, c'est juste. Je viserais plutôt le 16e, effectivement, ou les Voilà, Champs-Élysées, parce que comme je suis avec des anglophones et quand ils pensent à Paris, pour eux, c'est c'est la Tour Eiffel. prestige. Ça fait aussi partie aussi de ma stratégie de marque, à savoir que j'ai aussi des prix plus élevés. Donc, ça fait partie de ma stratégie. Donc, les Champs-Élysées, je vais regarder s'ils peuvent louer des bureaux pour que je fasse mes coachings là-bas et avoir mon adresse. Super. Est-ce que Parfait. vous avez le nom de la société de domiciliation déjà? Sincèrement, je ne sais pas du tout, mais je sais que j'avais tapé domiciliation Paris et après, en fait, vous avez une multitude de listes. Après, sincèrement, je ne l'ai plus en tête, D'accord, je vais regarder. mais sincèrement, il n'y a pas de grosse difficulté à la trouver. Fantastique. Merci beaucoup, Namia. Avec plaisir. Alors, j'ai une question dans le chat et je vois des mains levées. Donc, on va prendre peut-être les 2 dernières questions. Je vois qu'il est 13h14. Alors, j'ai Marion qui nous dit qu'elle a été suivie par la BGE et qu'elle a rempli un seul et unique document. Est-ce que le business model et business plan peut être groupé? Je pense qu'on en parlait tout à l'heure, Marc, si vous voulez réagir par rapport au... Est-ce que le business Euh, model et business plan, c'est pareil, c'est une continuité, c'est des documents distincts, peut-être, ouais. C'est 2 documents distincts, parce qu'il y en a un qui est vraiment qualitatif et l'autre qui va vraiment être en répondant à des questions, et l'autre qui va vraiment être quantitatif, c'est-à-dire avoir un tableau avec des chiffres. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est indispensable de commencer par le business model pour ensuite faire le business plan. Et c'est indispensable de faire le business plan, sinon on n'est pas allé au bout, on va dire, du travail. Et ce qui peut être intéressant, c'est que c'est un cercle, puisque une fois qu'on a fait le business plan, on peut se rendre compte que il y a des éléments qui passent pas, il n'y a pas assez de rentabilité ou ce genre de choses. Et à ce moment-là, on va revoir le business model, puis revoir le business plan. Donc, c'est 2 documents distincts, puisque dans la forme, c'est compliqué de mettre des éléments qualitatifs et quantitatifs dans le même document. Mais pour autant, c'est deux documents totalement liés et qui sont indispensables pour une entreprise. Et si je Super, peux merci. rajouter par rapport au business plan, il y a un site CCI Builder, excusez-moi pour mon accent anglais, qui vous permet en fait en tout cas personnellement, c'est ce que j'ai utilisé et sincèrement, il vous récupère toutes les informations, enfin toutes les étapes, il vous suit et sincèrement, après ça vous permet même, je crois, de le télécharger en PDF. Donc sincèrement, c'est un bon outil. Est-ce que tu pourrais me partager le lien après, Namir, comme ça je pourrais aussi Dans transmettre le chat ou après directement par mail, comme Ok, ça je ouais, le bien sûr. mettrai dans le mail Avec plaisir, cap. bien sûr, bien sûr. Parfait. Alors, on va prendre une dernière personne, Marc. Je vous laisse poser votre question. Oui, non, c'était un complément pour Florence. Ah, Si elle ok. s'installe en Irlande, je crois qu'elle va être obligée d'embaucher quelqu'un pour la représenter en Irlande. En tant que chef d'entreprise, ça va lui coûter de l'argent. Je crois que c'est dans tous les pays européens comme ça. Donc, Ok. elle va devoir avoir un représentant. D'accord, ok. Bon. J'ai entendu qu'on parlait de moi, mais je n'ai pas compris de quoi il s'agissait. Marc, est-ce que vous pouvez répéter? Donc, si tu installes une entreprise en Irlande, tu devras avoir un représentant local, quelqu'un qui habite l'Irlande, pour te représenter légalement. C'est Mais ça, tu juste. vas devoir le payer. Oui, c'est tout à fait juste. Il me faut tout à fait un représentant sur place, mais je vais y aller cet été de toute façon, donc je vais voir tout ça. Merci beaucoup. Effectivement, on me l'a dit qu'il faut quelqu'un pour représenter ma société sur place. C'est sympa. Super. Bon, bah, je pense j'ai pas d'autres questions. On va clôturer ce webinaire. Donc, merci à tous pour votre participation et d'être restés jusqu'à la fin. Un grand merci à Marc et à Namir pour votre intervention et pour tous les éléments partagés, les échanges, les réponses aux questions. Vraiment, c'est hyper généreux de votre part. Et du coup, donc le webinaire a été enregistré. Moi, je fais le traitement de la vidéo. Et si elle est dispo aujourd'hui, je vous l'envoie aujourd'hui. Si elle est dispo lundi, ça sera peut-être lundi. Donc, je vous l'enverrai avec le support présenté par Marc. Je vous partage juste dans le chat et j'ai envie vraiment à prendre le temps de répondre, de nous faire des retours par rapport au webinaire parce qu'on en organise assez régulièrement. Et notre souhait, c'est vraiment, voilà, à côté des programmes, proposer aussi ces webinaires, des ateliers en ligne qui vont aborder des thématiques avec de la théorie que vous n'aurez pas forcément en accompagnement individuel. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours par rapport au webinaire et justement, qu'est-ce que vous aimez, quels sont les points d'amélioration que vous nous proposez. Donc, l'idée, c'est de s'inspirer aussi et d'aller dans une
amélioration continue de ce qu'on peut vous proposer. En tout cas, moi, j'ai été ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et du coup, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain webinaire ou échange entre pairs qui est à venir au mois de juillet. Merci à Merci tous. beaucoup. Merci, bonne fin de journée. Bonne fin de journée à vous. Au revoir. Au revoir, merci. Bon week-end à tous, au revoir. Merci.